Je considère cette réponse comme une acceptation totale de la déclaration de Potsdam qui spécifie la reddition sans condition du Japon. En août 1945, le Japon était presque vaincu. L'Allemagne, son principal allié pendant la Seconde Guerre mondiale, n'existait plus. De nombreuses villes du Japon furent détruites par les bombardements successifs et plusieurs voies d'approvisionnement en nourriture, pétrole, armes et autres ressources nécessaires à l'armée furent coupées. Mais les principaux dirigeants de l'armée japonaise refusaient toujours de se rendre. Ils étaient prêts à défendre les îles mêmes du Japon, même si cela signifiait la mort de nombreux soldats et civils. C'est ici qu'a commencé l'une des plus grandes questions de l'histoire. Qu'est-ce qui a vraiment poussé le Japon à se rendre ? Les 2 bombes atomiques larguées par les États-Unis ou l'entrée soudaine de l'Union soviétique dans la guerre ? Jusqu'à aujourd'hui, les historiens en débattent encore. Certains disent que les bombes atomiques étaient la principale raison. Elles auraient montré que les États-Unis pouvaient effacer une ville japonaise entière avec une seule bombe. D'autres estiment que l'attaque de l'Union soviétique était aussi une raison majeure. Cela s'est produit alors que le Japon espérait encore que Moscou pourrait les aider à négocier la paix avec les États-Unis et leurs alliés. Pour comprendre le débat, il faut d'abord examiner la situation du Japon avant que la première bombe atomique ne soit larguée. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie s'est rendue, mettant fin à la guerre en Europe. Mais en Asie et dans le Pacifique, les combats contre le Japon continuaient. Le Japon contrôlait encore certaines régions de la Chine, de la Corée, de l'Asie du Sud-Est et des îles du Pacifique. Cependant, son territoire diminuait rapidement. En effet, les États-Unis et leurs alliés ont repris les îles et bases militaires stratégiques. Les forces américaines ont également conquis Iwo Jima et Okinawa. Okinawa était importante car elle se trouvait près des principales îles du Japon. Elle pouvait servir de base pour une invasion de plus grande envergure. À cause de cela, les dirigeants japonais savaient que leur pays pouvait être envahi directement, mais ils se préparaient à une défense acharnée. Ils ont rassemblé des soldats, des avions, des armes et même des civils qui pouvaient aider au combat. Leur plan était de rendre l'invasion du Japon extrêmement coûteuse en vies humaines pour l'ennemi. Ils espéraient que si un grand nombre de soldats américains mouraient, les États-Unis accepteraient peut-être un accord plus clément. Certains dirigeants japonais voulaient mettre fin à la guerre, mais ils ne voulaient pas capituler sans condition. Certains de nos gouvernements savaient déjà qu'il leur était presque impossible de gagner. Cela incluait le Premier ministre Kantaro Suzuki, le chef du gouvernement japonais pendant les derniers mois de la guerre. Mais même s'il voulait trouver un moyen de mettre fin au conflit, il n'était pas prêt à accepter immédiatement toutes les exigences des adversaires. Les dirigeants japonais voulaient s'assurer que l'empereur Hirohito resterait en place. Hirohito était l'empereur et le chef symbolique du pays. Pour de nombreux Japonais à cette époque, il n'était pas seulement un roi ordinaire ou un dirigeant politique. Le respect et la loyauté du peuple envers lui étaient comme profonds, rendant le terme « reddition sans condition » très problématique pour le Japon. Cela signifiait qu'il se rendrait sans aucune garantie concernant le sort de l'empereur, du gouvernement et de leur chef militaire. Il y avait un autre problème qui ralentissait la prise de décision. Au Japon, ce n'était pas une seule personne qui décidait. Il y avait un groupe composé des 6 dirigeants les plus puissants, appelés les Big Six. Ce groupe réunissait le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, de la guerre et de la marine, ainsi que les chefs de l'armée et de la marine. Il était divisé. Certains voulaient en chercher un moyen de parvenir à la paix, mais les dirigeants militaires voulaient continuer le combat tant que les ennemis n'offraient pas de meilleures conditions. Comme ils étaient divisés, il était difficile de prendre une décision claire et rapide. Pendant ce temps, le Japon essayait de demander de l'aide à l'Union soviétique. À cette époque, l'Union soviétique n'était pas encore directement en guerre contre le Japon. Tokyo espérait que Moscou pourrait servir de médiateur dans les discussions avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais les dirigeants japonais ignoraient que l'Union soviétique avait déjà conclu un accord avec ses alliés. Lors de la conférence de Yalta en février 1945, le dirigeant soviétique Joseph Staline a promis qu'il entrerait en guerre contre le Japon, quelques mois après la défaite de l'Allemagne. En échange, l'Union soviétique s'attendait à avoir une plus grande influence en Mandchourie et à obtenir le sud de Sakhaline ainsi que les îles Kouril. Cela signifie que, tandis que le Japon espérait que Staline les aiderait lors des négociations de paix, l'armée soviétique se préparait secrètement à attaquer leurs forces en Asie. En juillet 1945, les principaux dirigeants alliés se sont réunis à Potsdam, près de Berlin. Le président américain Harry Truman était présent.
Le dirigeant soviétique Joseph Staline était également présent, ainsi que les dirigeants britanniques. L'un des sujets les plus importants qu'ils ont abordés était la manière de mettre fin à la guerre contre le Japon. Pendant que Truman assistait à la conférence, un message très important est arrivé des États-Unis. Le premier essai de la bombe atomique a été un succès. On l'a appelé le test Trinity. Il a eu lieu le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique. Cette bombe a été fabriquée dans le cadre du projet Manhattan, un programme secret et immense des États-Unis visant à développer un nouveau type d'arme. Ce n'était pas une bombe ordinaire. Elle utilise une réaction nucléaire pour libérer une énergie immense en seulement quelques secondes. Après le test réussi, le gouvernement américain savait désormais qu'il possédait une arme bien plus puissante que toutes les bombes utilisées auparavant. Le 24 juillet, Truman a dit à Staline que les États-Unis avaient une nouvelle arme d'une puissance exceptionnelle. Il n'en a pas expliqué tous les détails. Staline savait déjà pour le projet atomique, car les renseignements soviétiques obtenaient des informations secrètes de l'intérieur. 2 jours plus tard, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine ont publié la déclaration de Potsdam. Elle ordonnait au Japon de capituler avec toutes ses forces armées. Si le Japon refusait, la déclaration avertissait que le pays ferait face à une destruction rapide et totale. L'Union soviétique n'a pas signé car elle restait neutre dans la guerre contre le Japon. Le jour où le document a été publié, la direction japonaise s'est de nouveau divisée. Certains voulaient d'abord demander des explications claires, surtout concernant le sort de l'empereur. D'autres voulaient en rejeter la déclaration. Au final, le Japon n'a pas immédiatement accepté la demande de reddition. Le Premier ministre Suzuki a utilisé un mot japonais qui pouvait signifier qu'il n'allait pas prêter attention pour l'instant ou qu'il n'avait aucun commentaire à faire. Mais les États-Unis ont interprété cela comme un refus. Pendant ce temps, la bombe atomique était déjà prête. Le matin du 6 août 1945, un bombardier américain B-29 appelé Enola Gay a décollé. Sa cible était Hiroshima. Hiroshima n'était pas une ville choisie au hasard. C'était un centre militaire et de communication important. Il y avait des quartiers généraux militaires, des installations de ravitaillement et de nombreux soldats y étaient basés. Mais c'était aussi une grande ville habitée par de nombreux civils. Vers 8h15 du matin, l'Enola Gay a largué la bombe atomique appelée Little Boy. Elle a explosé en l'air à des centaines de mètres au-dessus de la ville. En quelques secondes seulement, une lumière et une chaleur extrêmement intenses sont apparues. L'onde de choc qui a suivi a détruit les maisons, les bâtiments, les écoles, les magasins et les routes. De nombreuses personnes proches de l'épicentre de l'explosion sont mortes sur le coup. D'autres ont été gravement brûlées, blessées ou exposées aux radiations. On estime que des dizaines de milliers sont morts le jour de l'attaque. Encore plus de personnes sont mortes dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi à cause de leurs blessures et des effets des radiations. Selon les archives nationales des États-Unis, près de 70 000 personnes pourraient être mortes sur le coup, tandis que presque tous les bâtiments dans un rayon d'environ 1 mile du centre ont été détruits ou gravement endommagés. Le gouvernement japonais n'a pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Les communications avec Hiroshima ont été coupées. Au début, très peu d'informations claires sont parvenues à Tokyo. L'armée a même envoyé des hommes pour enquêter sur la raison pour laquelle toute la ville était soudainement silencieuse. À leur arrivée, ils ont constaté l'ampleur de la destruction. Une seule bombe avait été utilisée, mais les dégâts qu'elle avait causés étant équivalents à ceux d'un immense raid aérien. Après l'explosion, le président Truman a annoncé qu'une bombe atomique avait été utilisée à Hiroshima. Il a déclaré que le Japon avait déjà eu l'occasion de se rendre grâce à la déclaration de Potsdam. Il a également averti que d'autres attaques pourraient en suivre si le gouvernement japonais continuait de refuser de se rendre. Mais même après la destruction d'Hiroshima, le Japon n'a pas immédiatement capitulé. Les principaux dirigeants n'étaient toujours pas d'accord. Certains croyaient encore qu'il fallait poursuivre la guerre. Et pendant qu'ils discutaient de la manière de réagir face à une arme qu'ils ne comprenaient pas encore totalement, un autre immense danger approchait. Le pays dont ils espéraient qu'il aiderait au pourparlers de paix se préparait. Il allait bientôt entrer en guerre contre eux. 3 jours après la destruction d'Hiroshima, 2 nouveaux coups frappèrent simultanément le Japon. L'un d'eux était une autre bombe atomique. L'autre était l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre. Le 8 août 1945, Naotake Sato, l'ambassadeur du Japon à Moscou, s'est rendu pour demander de l'aide lors des pourparlers de paix. Mais le ministre des Affaires étrangères soviétique, Vyacheslav Molotov, ne lui a pas offert d'aide. Au lieu de cela, Molotov lui a annoncé que l'Union soviétique allait déclarer la guerre au Japon. Ce fut un coup dur pour le gouvernement japonais.
L'Union soviétique était le dernier pays dont ils espéraient qu'il servirait de médiateur dans les négociations avec les États-Unis. Maintenant, ce plan a non seulement échoué. Le médiateur qu'ils espéraient est même devenu leur ennemi. Le 9 août, plus d'1 million de soldats soviétiques ont envahi la Mandchourie, une grande partie de la Chine alors contrôlée par le Japon. C'est là que se trouvait l'armée du Kwantung, la grande force japonaise stationnée en Mandchourie. Les forces soviétiques ont attaqué simultanément depuis différentes directions en utilisant des chars, de l'artillerie, des avions et des unités d'infanterie rapide. L'armée du Kwantung n'a pas pu arrêter leur avancée. Beaucoup de ses meilleurs soldats et équipements avaient déjà été transférés ailleurs avant même le début de l'attaque. À cause de cela, les forces soviétiques ont rapidement percé leur défense. La Mandchourie est importante pour le Japon car elle abrite de nombreux soldats, bases militaires, usines, voies ferrées et approvisionnements. Si le Japon perd cela, il perdra un vaste territoire et des forces qu'il aurait encore pu utiliser. Il y a une autre chose qui effrayait les dirigeants japonais. Si l'avancée soviétique se poursuit, leur armée pourrait également atteindre la Corée et le nord du Japon. Cela signifie qu'il est possible que le Japon soit divisé et occupé par différents pays, comme ce qui est arrivé à l'Allemagne. Ce même jour, les plus hauts dirigeants du Japon se sont réunis. Ils étaient toujours divisés sur la décision à prendre. Les dirigeants civils, y compris le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo, étaient prêts à accepter la déclaration de Potsdam, à condition que l'empereur Hirohito reste en place. Mais la plupart des dirigeants militaires étaient plus stricts. Ils ne voulaient pas que le Japon soit occupé par des troupes étrangères. Ils voulaient que le Japon désarme ses forces armées et que les autorités japonaises jugent les personnes soupçonnées de crimes de guerre. En d'autres termes, ils voulaient mettre fin à la guerre mais ne voulaient pas donner le contrôle total du Japon à leurs ennemis. N'arrivant pas à s'accorder, une autre nouvelle est tombée. Le 9 août, le bombardier américain B-29, appelé Boxcar, a largué la bombe atomique nommée Fat Man sur Nagasaki. La première cible aurait dû être Kokura. Mais celle-ci était couverte de nuages et de fumée, alors le bombardier est allé vers Nagasaki où la bombe a explosé au-dessus de la ville. On estime qu'entre 35 000 et 40 000 personnes sont mortes sur le coup, ou dans les instants suivant l'explosion, des milliers d'autres sont morts, plus tard des suites des blessures, brûlures et radiations. En seulement quelques jours, les deux villes ont été détruites. En même temps, l'Union soviétique attaquait rapidement les forces japonaises en Mandchourie. Mais même dans une situation aussi grave, les votes des principaux dirigeants étaient toujours à égalité. Incapables de prendre une décision, ils ont demandé à l'empereur Hirohito de trancher. C'était un événement très rare. D'habitude, l'empereur n'intervenait pas directement dans ce genre de débat. Mais cette fois, il a déclaré qu'il était temps de mettre fin à la guerre. Il croyait que si cela continuait, tout le pays serait détruit et encore plus de citoyens mourraient. Il a accepté d'accepter la déclaration de Potsdam à une condition. Sa position d'empereur ne devait pas être supprimée. Le 10 août, le Japon a envoyé cette offre aux États-Unis et à leurs alliés. Ils n'ont pas donné de garantie directe que l'empereur conserverait tous ses pouvoirs. Ils ont déclaré qu'à partir du moment de la reddition, lui et le gouvernement japonais seraient soumis à l'autorité du commandant allié. Ils ont également dit que le futur gouvernement du Japon dépendrait de la volonté du peuple japonais. Dans la pratique, après la guerre, Hirohito est resté empereur, mais il n'avait plus le contrôle sur l'armée et le gouvernement. Il est devenu le chef symbolique dans le nouveau système japonais. Certains officiers militaires n'acceptaient toujours pas la reddition. La veille de l'annonce, quelques jeunes officiers ont tenté d'empêcher le message de l'empereur. Ils sont entrés dans le palais impérial et ont cherché l'enregistrement de son discours de reddition. Ils espéraient pouvoir le détruire et poursuivre la guerre. Mais leur coup d'État a échoué. Le 15 août, c'était la première fois que de nombreux Japonais entendaient la voix de l'empereur Hirohito à la radio. Espérez, espérez, espérez. Dans l'espoir de... Il n'a pas utilisé directement le simple mot « se rendre », mais le message était clair. Le Japon acceptera les exigences des adversaires et mettra fin à la guerre. Le 2 septembre 1945, les représentants du Japon ont signé l'acte officiel de capitulation à bord du navire USS Missouri dans la baie de Tokyo. C'est là que la Seconde Guerre mondiale a officiellement pris fin. Mais une grande question demeure. Pourquoi les États-Unis ont-ils choisi d'utiliser la bombe atomique ? L'explication principale du gouvernement américain est simple.
Il voulait mettre fin rapidement à la guerre et éviter une invasion massive du Japon. Avant même que la bombe atomique ne soit prête, l'armée américaine préparait déjà un plan pour envahir les principales îles du Japon. Le plan global s'appelait l'opération Downfall. Il comportait 2 grandes parties. La première était l'opération Olympique. Son plan était de débarquer des troupes alliées sur l'île méridionale de Kyushu en novembre 1945. Une fois qu'ils auraient établi des bases là-bas, l'opération Coronet suivrait. Ce serait la grande invasion près de Tokyo en 1946. Mais le Japon savait que l'invasion arrivait. Il a donc mis en place sa propre défense appelée Ketsugo. Les commandants japonais savaient qu'il serait difficile de vaincre complètement les États-Unis. Leur plan était de rendre l'invasion difficile et sanglante. Ils allaient en déployer un très grand nombre de soldats, d'avions suicides et de civils observateurs. Tout cela pour défendre les endroits où les troupes alliées pourraient débarquer. Ils espéraient pensant que si les pertes américaines étaient énormes, les États-Unis seraient forcés de négocier un accord plus favorable au Japon. Les États-Unis avaient de bonnes raisons de craindre ce plan. À Iwo Jima et à Okinawa, les forces américaines ont vu à quel point l'armée japonaise se battait férocement, même lorsqu'il était clair qu'elle allait perdre. Rien qu'à Okinawa, plus de 10 000 soldats américains ont été tués ou portés disparus, et des dizaines de milliers ont été blessés. Il y a également eu d'énormes pertes du côté japonais, y compris de nombreux civils. Il n'y avait aucun chiffre précis sur le nombre de morts qu'entraînerait une invasion du Japon. Les estimations variaient, car les planificateurs ne savaient pas encore combien de temps durerait la bataille, à quel point la défense serait forte et combien de civils participeraient. Certaines estimations étaient un peu plus basses. Il y avait aussi des estimations allant jusqu'à 100 000 morts et blessés américains si toute l'opération durait longtemps. Ainsi, ce qui comptait dans la décision n'était pas seulement le chiffre exact. Ce qui comptait, c'est que les dirigeants américains croyaient que l'invasion serait extrêmement sanglante. Pour le président Harry Truman, la bombe atomique était un moyen de mettre fin à la guerre avant qu'il ne soit nécessaire de lancer l'invasion. Il y avait aussi une pression venant du public. L'Amérique était épuisée après de nombreuses années de guerre, les familles voulaient que leurs soldats rentrent à la maison. Mais ils ne voulaient pas non plus accorder des conditions clémentes au Japon, après Pearl Harbor et les longues batailles dans le Pacifique. C'est pourquoi, pour les historiens qui soutiennent l'explication principale, les bombes ont été utilisées pour forcer le Japon à se rendre rapidement et éviter plus de pertes des 2 côtés. Mais il y a d'autres historiens qui ne sont pas convaincus que ce soit la seule raison. Pour eux, les États-Unis pensaient déjà au problème suivant après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique. Avant le succès du test atomique, l'Amérique voulait encore l'aide des forces soviétiques contre le Japon. Mais lorsque Truman a appris que la nouvelle arme fonctionnait, il a eu moins besoin de l'aide de Staline. Si le Japon se rend avant que l'Union soviétique ne prenne une grande partie de l'Asie, l'influence de Moscou après la guerre sera moindre. C'est pourquoi certains historiens affirment que la bombe atomique n'était pas seulement une arme contre le Japon. C'était aussi un moyen de montrer à l'Union soviétique la nouvelle puissance des États-Unis. Mais il n'est pas non plus suffisant de dire que la bombe a été utilisée uniquement pour intimider Moscou. La guerre continuait encore à cette époque. Le Japon ne s'était pas encore rendu. L'armée américaine planifiait toujours l'invasion. Et les États-Unis n'étaient pas non plus certains qu'une seule bombe atomique suffirait à forcer les dirigeants japonais à capituler. C'est pourquoi la véritable raison est plus compliquée. L'Amérique voulait mettre fin à la guerre rapidement. Elle voulait éviter l'invasion. Et en même temps, elle réfléchissait déjà à qui aurait le pouvoir en Asie une fois que le Japon serait complètement vaincu. Mais pour savoir quelle était la principale raison de la reddition, il faut regarder non seulement ce que pensaient les États-Unis. Il faut aussi examiner ce qui effrayait le plus les dirigeants japonais. Les bombes atomiques, l'invasion soviétique, ou bien l'arrivée simultanée de ces 2 menaces qu'ils ne pouvaient plus arrêter. C'est là que le débat devient encore plus intense. Pourquoi les États-Unis se sont-ils empressés d'utiliser la bombe atomique alors que l'Union soviétique allait aussi entrer en guerre ? Selon certains historiens, le président Harry Truman voulait mettre fin à la guerre avant que l'Union soviétique n'obtienne un plus grand contrôle sur l'Asie. Au début, l'aide militaire soviétique était importante pour l'Amérique. Mais après le succès du premier essai de la bombe atomique, Truman avait désormais un autre moyen de forcer le Japon à se rendre. Le gouvernement américain craignait aussi la montée en puissance du dirigeant soviétique Joseph Staline. Après la défaite de l'Allemagne, l'Union soviétique contrôlait déjà une grande partie de l'Europe de l'Est.
Les États-Unis s'inquiétaient que cela puisse aussi se produire en Asie. Si l'armée soviétique pénétrait profondément en Mandchourie, en Corée et dans les îles du Japon, elle pourrait réclamer sa propre part dans l'occupation et l'administration de la région. C'est pourquoi, pour certains historiens, la bombe atomique n'a pas seulement été un message adressé au Japon. Cela montrait aussi à l'Union soviétique que l'Amérique possédait une nouvelle arme que l'Union soviétique ne pouvait pas égaler à cette époque. Mais tous les historiens n'acceptent pas cette idée. Aucune preuve solide n'indique que la bombe atomique visait uniquement à effrayer l'Union soviétique. La guerre continuait, le Japon ne s'était pas encore rendu, et les deux camps se préparaient toujours à une possible invasion. Il y a aussi un débat concernant la déclaration de Potsdam. Avant que la bombe atomique ne soit larguée, certains responsables américains voulaient dire clairement au Japon que l'empereur pourrait rester après la reddition. Ils savaient qu'empereur Hirohito était très important pour le peuple et le gouvernement japonais, mais cela n'a pas été clairement inclus dans la déclaration. Pour certains historiens, si l'Amérique avait immédiatement assuré que l'empereur resterait, le Japon se serait peut-être rendu plus tôt. Mais pour d'autres historiens, rien n'est certain non plus. Dans ce cas, les militaires japonais pourraient penser que l'Amérique s'affaiblit et qu'ils pourraient encore exiger davantage de conditions. Les plus durs chefs militaires du Japon n'ont pas montré leur volonté de se rendre avant août, malgré la destruction de nombreuses villes et le manque d'approvisionnement. Et malgré le blocus naval strict, ils voulaient toujours continuer le combat. Nous revenons donc à la question la plus importante. Qu'est-ce qui a vraiment fait changer d'avis le Japon ? Pour un côté du débat, les bombes atomiques y sont la principale raison. Hiroshima et Nagasaki ont montré que l'Amérique pouvait détruire une ville entière avec une seule bombe. Les dirigeants japonais ne savaient pas non plus combien d'autres bombes les États-Unis possédaient. Ils pouvaient penser que Tokyo ou d'autres grandes villes seraient les prochaines. Ils savaient aussi qu'ils n'avaient aucune défense contre une telle arme. Même s'ils poursuivaient le plan de défense Ketsugo, l'Amérique pouvait bombarder leur ville avant même que l'invasion ne commence. Le message de l'empereur Hirohito indique clairement que la nouvelle bombe d'une puissance exceptionnelle a été une raison majeure de sa décision. Il voulait éviter la destruction d'une autre ville et la destruction totale du pays. Mais certains historiens affirment que l'entrée de l'Union soviétique a eu un impact encore plus grand. Avant cela, le Japon espérait encore utiliser Moscou comme médiateur. Il prévoyant de demander un accord de paix plus clément qu'une reddition sans condition. Lorsque l'Union soviétique a déclaré la guerre, cet espoir a complètement disparu. Moscou ne pouvait plus servir de médiateur car elle faisait désormais partie du camp ennemi. La possibilité que l'armée soviétique pénètre directement sur les îles japonaises était également plus effrayante pour les dirigeants japonais. Si cela arrivait, le pays pourrait être divisé comme l'Allemagne. Le communisme pourrait également se répandre et l'empereur ainsi que sa famille pourraient disparaître définitivement. Pour ces historiens, l'armée japonaise pouvait supporter la destruction des villes, car de nombreuses villes avaient déjà été détruites par des bombardements ordinaires. En mars 1945, les bombardiers américains ont incendié une grande partie de Tokyo. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes en une seule nuit. Ainsi, même si la bombe atomique était différente et plus puissante, la destruction massive et la mort de civils n'étaient plus nouvelles pour les dirigeants japonais. L'invasion soviétique a détruit leur dernier plan militaire et politique. Il n'y avait plus d'intermédiaires. Une nouvelle grande armée avançait depuis le nord et leur pays risquait d'être occupé par deux superpuissances différentes. Il est aussi difficile d'affirmer que les bombes atomiques n'ont pas eu d'impact majeur. Après Hiroshima, les dirigeants qui voulaient capituler avaient désormais une raison de dire que le Japon n'avait pas subi une défaite ordinaire. Ils ont été vaincus par une arme que leur pays ne pouvait ni fabriquer ni arrêter. Cela a aidé l'armée à accepter la reddition sans admettre directement qu'ils n'avaient été vaincus que lors d'une bataille ordinaire. En d'autres termes, les deux événements ont peut-être eu des effets différents. L'invasion soviétique a détruit la dernière stratégie du Japon. Pendant ce temps, les bombes atomiques ont donné une raison claire et effrayante de mettre rapidement fin à la guerre. On peut aussi se demander s'il existait un autre moyen de finir la guerre sans recourir aux bombes atomiques. L'Amérique aurait pu poursuivre le blocus naval et les bombardements ordinaires, mais ce n'était pas une option pacifique. De nombreux civils japonais auraient pu mourir de faim, de brûlures, de maladies et à cause des raids aériens continus. Les tueries auraient aussi pu se poursuivre en Chine, en Corée, en Asie du Sud-Est et dans d'autres territoires sous contrôle japonais. L'Amérique a peut-être simplement attendu tous les effets de l'invasion soviétique.
Il existait un risque que l'Union soviétique étende son contrôle sur l'Asie et que le Japon soit totalement divisé. Si aucune de ces méthodes ne fonctionnait, il ne restait que le plan d'invasion allié qui aurait sûrement causé d'énormes pertes des deux côtés. Il n'y a donc pas de réponse simple, affirmant qu'un seul événement a mis fin à la guerre. Les documents et les déclarations des dirigeants de l'époque diffèrent également. Certains témoignages affirment qu'ils ont davantage redouté la bombe atomique. D'autres disent que l'invasion soviétique a provoqué un choc plus fort. Il existe aussi des mémoires écrites après la guerre, lorsque certains dirigeants tentaient déjà de justifier leurs actions ou d'éviter toute responsabilité. Ce qui est clair, c'est que le Japon ne s'est pas encore rendu après Hiroshima seulement. La situation a changé avec l'arrivée quasi simultanée de la déclaration de guerre soviétique et de la deuxième bombe atomique. Après cela, l'empereur Hirohito est intervenu directement, et il a choisi de mettre fin à la guerre. Selon les documents publiés par le National Security Archive, certains dirigeants japonais considéraient la bombe atomique et la déclaration de guerre soviétique comme des raisons conjointes qui ont accéléré la reddition. La question n'est pas seulement de savoir si c'était la bombe atomique ou l'invasion soviétique. Il serait plus juste de demander comment ces deux événements ont simultanément détruit tout espoir restant pour le Japon. La bombe atomique a montré que leur ville pouvait être effacée de la carte. L'invasion soviétique a montré qu'il n'y avait plus de pays pour servir de médiateur et plus aucune direction sûre vers laquelle fuir. En août 1945, ce n'est pas qu'une seule porte qui s'est fermée pour le Japon. Toutes les portes se sont fermées en même temps, et lorsque la reddition a été officiellement signée le 2 septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Mais un débat a alors commencé, un débat qui reste vivant jusqu'à aujourd'hui.